Bienvenue sur le plateau des grandes rencontres. La Centrafrique était sous les feux de la rampe la semaine dernière avec les élections législatives et présidentielles. Au cœur de cette élection se trouvait M. Charles Massy, élu fraîchement député à la prochaine Assemblée et candidat malheureux à la présidentielle. C'est justement cet ancien ministre, président du parti FODEM, que nous recevons aujourd'hui pour faire le tour de ces échéances électorales. Bonjour, M. Charles Massy. Bonjour. M. Charles Massy, vous venez de participer à une période électorale que certains ont qualifiée de mouvementée, où vous étiez candidat à la présidence et aux législatives. Vous y avez obtenu 3,5% au premier tour et vous en êtes sorti élu dans la circonscription de Baboua. Quel bilan tirez-vous de cette épreuve? D'abord, je dois remercier Télésud de m'avoir fait l'honneur aujourd'hui de me recevoir dans ces locaux. Vous savez que Télésud est très vu maintenant en Centrafrique et au moins c'est une chaîne qui apporte du sang neuf dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je ne dis pas que les autres n'en aient pas bien et c'est une bonne chose qu'on puisse avoir cette vision de l'Afrique. Bien sûr, moi, avant de m'exprimer sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire les élections, je voulais vous dire qu'il faut se replonger en arrière pour savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Cela fait quand même 7 ans que le pays est dans une instabilité grande. Il y a eu plusieurs tentatives de prise de pouvoir par la force, les mutineries militaires, les rébellions armées, et nous avons eu 2 ans de transition qui a débouché sur les élections qui se sont passées telles que nous avons vécues. Bien sûr, le Forum démocratique pour la modernité, le FODEM, mon parti, m'avait investi comme son candidat à l'élection présidentielle et je me suis présenté donc comme candidat à l'élection à la députation à Baboua où j'avais déjà été élu au premier tour en 1998 malgré l'opposition du président en exercice à l'époque, M. Ange Félix Fatissé. Voilà, donc je n'ai fait que revenir là où j'estimais que j'avais encore du travail à faire. Bien sûr, j'ai eu 3,22% et non 3,5%, mais ce n'est pas tellement les chiffres qui parlent, c'est surtout que nous avons pu faire, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré toutes les violences, malgré cette tendance à recourir à la force, mais les crises militaires dont je venais de parler, nous avons pu quand même faire des élections apaisées, dans une atmosphère de paix. Mais vous savez, dans toutes les élections dans le monde, il y a toujours des contestations. Vous n'avez jamais eu des élections moins mouvementées. Mais si on le compare à certains pays africains, nous disons que la manière dont s'est déroulées les élections a été critiquée, notamment les irrégularités que nous avons constatées, les mauvais traitements des résultats par les présidents de bureaux de vote qui ont donné lieu à beaucoup de récriminations de la part des candidats. Mais l'essentiel... C'est-à-dire que le président Bozizé, vous-même ou bien... Non, mais nous estimions que nous, les candidats qui étaient opposés au président Bozizé, qu'à un certain moment donné, la commission électorale mixte indépendante ne travaillait pas dans le respect du code électoral. Et nous avons stigmatisé ce manquement et demandé qu'on revienne aux normes. Ceci étant dit, quelle que soit l'ampleur des contestations qu'il y a eu, il n'y a pas eu de mort pendant le premier tour des élections, il n'y a pas eu de bataille rangée, il y a eu des échauffourées, c'est la règle, mais disons que globalement, on a eu des élections dans une paix relative. Satisfaisante, comme on le dit. Voilà, relative. Mais je ne parle pas du scrutin en lui-même, mais l'environnement des élections. C'est ça qu'on peut retenir. La surprise du deuxième tour de l'élection a été l'appel de soutien que vous, candidat de l'opposition, avez lancé en faveur de votre adversaire, le général Bozizé, au pouvoir. Comment expliquez-vous ce revirement de position? Non, il n'a pas vraiment besoin d'explication. Je vous ai dit que nous avons fait beaucoup de choses dans le pays. Moi, personnellement, j'ai fait partie des gens qui ont été opposés, hostiles à tout ce qui était des compromissions. Je ne parle pas de compromis, on doit faire le compromis politique parce que sinon, il n'y a plus de paix. Et j'ai fait partie de ceux qui ont combattu le régime déchu du président Patassé pour les graves manquements aux principes démocratiques, assurément leur respect. Nous sommes allés au premier tour des élections, nous avons eu les voix que nous avons eues. Nous avons pensé qu'au regard de toutes les souffrances du peuple centrafricain, il fallait épargner encore le retour à la case antérieure. C'est-à-dire que si ce n'était pas le général,
il y avait encore d'autres risques de rebondissement. Bon, nous disons que le candidat qui était placé en tête, c'est Martin Ziguélé, était le candidat quand même du mouvement de libération du peuple centrafricain, le parti du président Patassé. L'opinion nationale, même les membres de mon parti politique m'ont interpellé. Nous avons fait une discussion large, ce n'est pas une décision solitaire de la part du candidat Charles Massy, mais le bureau politique s'est penché, a fait une étude, a fait des analyses. Nous avons considéré que les mêmes systèmes qui ont conduit le pays à la violence ont été représentés par des hommes qui sont là au deuxième tour des élections. Ziguélé, il ne faut pas oublier, M. Martin Ziguélé était le premier ministre du président Patassé quand le pays a vécu des atrocités, quand les rebelles du mouvement de libération de Centrafrique sont intervenus pour soutenir le régime du président Patassé. Vous avez eu des viols des femmes, vous avez eu le pillage des biens, vous avez eu des destructions de l'édifice de l'État. Nous avons estimé, réflexion faite, qu'il fallait tourner la page de toutes ces violences et les hommes qui les incarnent. Alors nous avons fait le choix responsable, non pas d'apporter le soutien, mais au moins de faire le choix de moindre mal, bien que je n'aime pas beaucoup cette définition, mais de donner une chance à la possibilité de faire autre chose que ce qu'on a vécu pendant les 10 ans de régime de MLPC. Mais il est impossible de croire que ce revirement vers cette mouvance présidentielle soit anodin. Dites-nous, que vous a promis M. François Bozizé? Je pense que ce n'est pas tellement en faveur du président Bozizé, bien qu'il soit le bénéficiaire en termes électoraux, mais c'est surtout au peuple centrafricain que nous avons pensé. La question c'est quand un pays est aussi financièrement exsangue comme le nôtre, où les bailleurs de fonds, avant de nous aider, se posent à chaque fois la question, est-ce que c'est la paix cette fois-ci? Est-ce que les Centrafricains ne vont pas renouer avec ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire recourir aux armes et faire saigner le pays? Est-ce que nous avions le droit de faire autre chose, sinon de rendre service au peuple centrafricain, de lui donner une chance de retrouver les relations normales que les pays qui sont aujourd'hui en avance, qui renouent avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, font le développement sous-régional. Et nous avons pensé que ce choix permettait de convaincre les partenaires extérieurs que le moment est venu pour les Centrafricains d'envisager autre chose que la violence. Donc voilà que politiquement, vous encadrez le président Bozizé afin de donner une crédibilité à sa victoire. Si vous le dites et présentez ainsi, oui. Bon, nous disons que le total des voix que M. Jean-Paul Ngopandé et moi-même nous apportons au président Bozizé lui permettait mathématiquement de franchir le seuil de 51%. Mais à mon avis, ce n'est pas tellement le chiffre qui compte dans cette action, mais c'est l'aspect, vous avez dit crédit, mais moi je disais plutôt que le fait que ça apaise la population. Ça lui apporte quand même, de point de vue moral, de point de vue de soutien, de la crédibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds extérieurs, que ceux-là qui ont été à l'origine de la contestation du régime du président Patassé et qui a conduit à la chute de la manière que nous savons tous, le 15 mars 2003, s'ils sont là, peut-être on peut maintenant croire à une chance de la paix. Donc le chiffre, c'est une chose, mais c'est le symbole que ça représente. L'adhésion à une démarche vers un sursaut national. Mais malgré tout ça, si on vous tendait la paix de rentrer dans le gouvernement, vous n'allez pas quand même cracher dans la soupe? Bon, mais ce n'est pas une question de soupe. Vous savez, ce n'est pas un gâteau de partager, parce que s'agissant du Centrafrique, je vous ai dit, c'est un pays financièrement exsangue, c'est un pays paradoxal qui a des richesses, d'immenses richesses. Vous savez, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons le café, nous avons le coton, des choses qui nous permettaient même de nous passer de l'aide extérieure. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelle politique mener. Et oui, c'est la politique qui va être menée. En ce qui vous concerne, c'est que si on vous tendait la perche de rentrer dans le gouvernement, vous n'allez pas dire non. Ce sont tous ces raisonnements qui vous ont conduit à voter pour le président Patassé. Et pardon, le président Bozizé. Non, mais disons que si le président Bozizé est convaincu que le changement passe par une manière nouvelle d'aborder le développement, mais vous accepterez sur le plateau, si vous tendez et vous demandez de venir, vous accepterez de le rejoindre? Écoutez, si on accepte de participer à la reconstruction nationale, pourquoi se mettons-on en dehors du processus, puisque le but, c'est de
faire que le pays redémarre et que la reconstruction nationale devienne réalité. Nombre de Centrafricains disent que les leaders politiques s'adonnent à une politique alimentaire. N'ont-ils pas raison au regard de cette alliance avec le général Bozizé, tant combattu et décrié autrefois? Bon, vous savez que nous sommes un pays, nous avons l'habitude de dénoncer en des termes durs la politique d'exclusion, la gestion solitaire du pouvoir, familiale du pouvoir. Nous sommes montés au créneau pour fustiger le fait qu'en certaines périodes, le général Bozizé ne soit entouré que de ses parents, de sa famille pour gérer le pays. Aujourd'hui, sincèrement, s'il nous tend la main, s'il nous dit « amenez vos idées nouvelles, amenez votre méthode, vous n'êtes pas de ma famille, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose ». Et si aujourd'hui nous refusons et que demain, le pays retombe encore dans le même système, quel reproche on pourrait lui faire demain? Il aura beau jeu de dire, écoutez, je vous ai lancé un appel, qu'on reconstruit le pays ensemble, vous avez refusé la main tendue, et vous n'avez plus rien à dire. Donc, disons que, donnons une chance à la paix. Si tel était son désir, que nous puissions apporter notre contribution, à quelque niveau que ce soit, je dis à quelque niveau que ce soit. À vous entendre parler, on a l'impression que l'avènement de M. Bozizé va tuer l'opposition centrafricaine. Non, je pense que l'opposition ne meurt jamais. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a toujours des changements de circonstances. Vous savez, la politique, c'est comme la guerre. Elle évolue, il y a des batailles qui se gagnent, il y en a qui se perdent, mais tant que la guerre n'est pas finie, c'est une question de positionnement. Aujourd'hui, on est dans ce camp, on croit à la paix, on croit à la résurrection de la République centrafricaine. Mais il lui appartient, à mon avis, de faire en telle sorte que le pays marche. Si le résultat aboutit au sursaut national, au renouveau démocratique, à la prospérité de Centrafrique, quel grief on pourrait nous faire? Considérez-vous aujourd'hui opposant au régime du président François Bozizé? Nous avons été dans la transition démocratique, si on peut l'appeler comme on veut. Moi-même, j'étais deuxième vice-président du Conseil national de transition. Je tire une fierté d'avoir fait partie de ceux qui ont contribué à la rédaction de textes juridiques qui ont permis de tenir ces élections dans une phase qui, en Afrique, prête toujours à contestation, mais qui s'est bien déroulée. Donc, je tire quand même cette fierté. Mais nous disons simplement que la question aujourd'hui, ce n'est pas tellement le président Bozizé qu'il faut mettre au cœur de la préoccupation, mais est-ce que ce que nous faisons va être rentable pour l'intérêt national? La question que je vous ai posée, est-ce que le FODEM se range du côté de la mouvance ou bien reprend sa place nous ferons partie de la majorité d'opposants? Nous ferons partie de la majorité parlementaire qui soutiendra le gouvernement de réconciliation nationale, dont nous avons cité l'existence dans le texte d'accord que nous avons cité le 21 avril 2005. Il y aura ce gouvernement qui doit être soutenu. Donc la logique, quand on a contribué au succès d'une démarche, c'est quand même de contribuer à leur mise en œuvre. Donc nécessairement, nous ferons partie. Ceux qui ont accepté de signer l'accord politique du 21 avril 2005, c'est de faire partie de la majorité parlementaire de soutien au gouvernement, à l'exécutif. Le nombre de sièges remportés par votre formation politique à la prochaine Assemblée nationale est infime, au regard d'autres partis qui ont fait une bonne moisson. Pensez-vous pouvoir compter dans les prises de décision au sein de cet hémicycle? Non, vous savez que nous avons fait, pendant la transition, je viens de vous dire le Conseil national de transition, qui était composé de toutes les entités. Oui, aucune entité n'était majoritaire. On est sorti de cette transition. N'était majoritaire. Et Dieu sait, comme les Centrafricains, ont apprécié le travail qui a été fait par le Conseil national de transition. L'essentiel, ce n'est pas le nombre qui compte dans une démocratie de développement, mais c'est la qualité. Vous savez que dans la législature passée, le FODEM n'avait que 2 députés. On venait de démarrer, mais nous, chaque fois qu'un député du FODEM prenait la parole, faisait trembler l'hémicycle, et même les chefs tremblaient. Donc ce n'est pas le nombre qui doit compter. Bien sûr, il faut savoir quelle décision la majorité va prendre. Si c'est pour faire une assemblée godillot, c'est-à-dire que de vote automatique, comme nous avons eu sous le régime déchu, fatalement, ça nous conduira le pays vers la ruine. Si nous estimons que les valeurs sûres doivent peser dans les prises de parole, dans la prise de décision, même si on n'a pas de députés au Parlement et que ces députés-là soient soucieux de l'intérêt national, moi je pense que ce qu'on cherche, c'est
nous mettre les moyens ensemble pour parvenir à de bonnes décisions favorables aux populations centrafricaines. On a déjà vu le MLPC a une majorité de 67 députés, mais le pays est parti en ruine. Donc ce n'est pas tellement le nombre, mais je dis la qualité. Même si le FODEM s'est réduit à un député, c'est un député qui va compter énormément dans les décisions législatives. Vous aviez par le passé assumé diverses fonctions importantes, dont la toute dernière, le portefeuille des mines. Avez-vous conscience d'avoir apporté quelque chose dans l'édification de la Centrafrique, M. Chalmassi? Oui, je pense que je ne lui ai pas demandé, mais j'ai beaucoup contribué à la victoire du président Patassé quand je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui était convenu, que nous avions convenu ensemble à Paris le 12 juillet 1992, quand je l'ai rencontré. J'ai pris le choix de sortir de cette majorité, de créer le FODEM. Mais avant d'en arriver là, nous avons fait quand même de bonnes choses. J'ai été 3 ans. Je pense que j'ai battu tous les records de longévité au ministère des Ressources énergétiques et minérales. C'était l'appellation du ministère des Mines et Énergie sous le premier gouvernement du président Patassé. Mais les Centrafricains retiennent aujourd'hui que j'ai amené beaucoup de réformes qui ont modernisé, qui ont sorti les artisans miniers du servage. Vous savez que les diamants, les mines, font vivre près de 600 000 personnes, rapportent 500 000 carats à l'État, pas mal de taxes, mais j'ai créé la bourse du diamant, les coopératives. Monsieur Massi, c'est vrai tout ce que vous énumérez, tout ce que vous égrenez, mais on a l'impression aujourd'hui, c'est un constat, hein, les Centrafricains sont pauvres et les dirigeants sont riches. Comment vous expliquez ce paradoxe? Bon, tout dépend de ce que vous appelez richesse. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Si vous avez des chiffres à me présenter, au regard du train de vie des leaders que vous êtes par rapport à la population, c'est ce constat-là qui nous amène à vous poser cette question. Est-ce que vous faites le constat que nous, de voir que le peuple centrafricain est pauvre, pendant que certains leaders, comme vous par exemple, et comme bien d'autres, mènent une vie assez décente? Mais vous savez que la vie ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que M. Charles Massi a costume cravate, serait mieux que je vienne dans votre studio de cette manière. Moi, je pense que quand j'étais ministre des Mines et de l'Énergie, nous avons pu payer les fonctionnaires régulièrement. S'il y a eu des mutineries en 1996, ces mutineries étaient politiques et non liées au problème de salaire, puisqu'on ne cumulait que 3 mois de salaire à l'époque quand les mutineries ont éclaté. Nous avons quand même créé les conditions pour apurer les arriérés de salaires qui étaient restés par le régime précédent. Mais effectivement, il y a des problèmes de redistribution de richesses qui se posent avec acuité. La Centrafrique est considérée aujourd'hui comme l'enfant le plus malade de l'Afrique centrale, de par son réseau routier inexistant, son agriculture délaissée, son manque criard d'infrastructures socio-sanitaires. Êtes-vous optimiste d'une amélioration? Si oui, comment y parvenir, M. Chalmassi? Bon, moi je pense que tout dépend de la volonté de celui qui est à la tête de l'État. Moi, je prends toujours, et c'est le dogme c'est ce que mon parti politique, le FODEM, sur lequel s'approche, je prends un pays, par exemple, qui était le Ghana, en 1981, avant 1981, ou même le Burkina Faso, avant 1983, c'était des pays extrêmement pauvres, mais qui avaient d'immenses richesses. Il a fallu que des gens nantis d'une bonne volonté de sortir le pays de la misère. Il y a eu quand même des miracles. Ces pays sont devenus ce qu'on appelait les bons élèves du Fonds monétaire international, les institutions financières internationales. Donc, à mon avis, la RCA n'a pas eu cette chance d'avoir au moins 5 ans de stabilité politique. Je vous ai dit que la raison qui a commandé le choix politique que nous avons fait de soutenir le président Bokele, c'est de donner une chance à la stabilité politique. Si vous n'avez pas de stabilité politique, même si vous avez des milliards de richesses sous le sous-sol, le problème, ce n'est pas d'avoir des richesses, mais de les mettre en exploitation. Et les gens ne veulent pas risquer leur argent là où il y a des crises à répétition. Oui, donc, j'ai dit que s'il y a la stabilité politique pour les 5 années à venir, c'est pour ça que nous travaillons à cela, il y a toutes les chances que le pays renaisse de ses cendres. Actuellement, le problème d'insécurité se pose avec acuité en Centrafrique et on n'hésite pas à pointer du doigt accusateur sur les individus armés qui ont accompagné le président Bozizé au pouvoir. N'est-ce pas là le point de départ des groupes de rébellion, comme c'est le cas dans certains pays africains?
Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'insécurité qui se posent avec Equité. Vous savez, la circonscription dont je suis élu député est une circonscription qui est le théâtre d'attaque de ce qu'on appelle là-bas les Araguina ou les coupeurs de route. Bon, on trouve de tout sous cette appellation-là. Vous avez, c'est vrai, les gens qui sont venus à Bangui le 15 mars 2003, certains sont entrés en rébellion le 17 avril 2004, sont repartis vers des pays d'où ils sont venus pour accompagner les gens alboisés. Et il y en a, semble-t-il, qui ont fait défection à la vigilance. Ils ont échappé à la vigilance de ceux qui, de l'autre côté des frontières, les surveillaient. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres personnes qui se sont mélangées. On parle d'anciennes milices du président Patassé, ce qu'on appelle les Sahraouis, les Karakos, qui avaient fui le pays à la faveur de l'entrée du président Bouziza Bangui le 15 mars 2003 et qui s'étaient réfugiés dans des pays limitrophes et qui seraient aussi dedans. Mais il y a des vrais bandits de grand chemin qui profitent de la situation pour raqueter les éleveurs peuls et avoir de l'argent. Comment faire? Donc, je pense que quand nous serons tous mis d'accord sur le point essentiel d'éviter nos divergences politiques et de nous consacrer au développement, je pense que nous pouvons développer les moyens. Il y a déjà les forces de la CEMAC, la force multinationale de la CEMAC, qui nous ont aidés à créer les conditions de faire des élections dans la paix, d'une manière apaisée. Nous pensons que si on fait évoluer cette force-là vers une force permanente, peuvent aider notre pays. Nous avons aussi des partenaires extérieurs qui peuvent nous aider à régler ce problème. Mais je vous dis, le point fondamental sur le problème social, si on règle le problème de la misère, le problème de la faim, le problème de l'insécurité, peut être résolu rapidement. Parce que ceux qui volent cherchent l'argent. Oui, mais c'est un problème assez sérieux. Il y a les Baya Moulengue, si je prononce bien. En dehors de Bangui, l'arrière-pays est complètement, comme on le dit, sans loi quasiment. Vous faites allusion aux peuples qui ont été la cible quasiment pendant cette campagne. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut véritablement mettre en place pour que le Centrafricain lambda qui est là puisse dormir tranquille, comme quoi sa sécurité n'est plus aux aguets ou dans la rue, et que c'est assuré par l'autorité à qui il a confié son suffrage? Tout à fait. Bon, d'abord, il faut mettre en place une armée véritablement nationale. Ça, c'est important. Ou la restructurer. Il faut éviter de lui donner cette coloration régionaliste ou familiale qui nous a fait beaucoup de tort. Il faut que l'armée devienne nationale et multirégionale. Ensuite, les ressources qui seront dégagées de la stabilité politique vont lui permettre de se doter de moyens. Parce qu'une armée, vous pouvez être 100 000, mais si vous n'avez rien pour faire face aux adversaires, vous n'êtes pas une armée. Donc, d'abord, le doter de moyens, lui donner une âme, lui donner un objectif. Il faut la remotiver, quoi. Il faut voilà, la restructurer. donc je pense que le problème, c'est dans la restructuration de l'armée. Ça a commencé. Il faut désarmer ceux qui ne sont plus habilités à porter des armes. Et je reste convaincu que seule la volonté politique, le règlement des problèmes sociaux, la fin de cette situation de partition où l'opposition d'un côté, le pouvoir de l'autre, où chacun essaie de tirer profit de tout pour déstabiliser l'autre. Si on met fin à cela, nous pouvons surmonter toutes nos difficultés. Les élections sont terminées, vous êtes élu député et vous soutenez désormais l'action du président au pouvoir. Quels doivent être les grands axes de travail des nouveaux dirigeants que vous êtes pour soulager les peines de la population centrafricaine? Bon, je ne soutiens pas le nouveau pouvoir. Nous travaillons à reconstruire le pays ensemble. Je pense qu'il y a cette idée de mise en commun du savoir-faire que nous allons poursuivre. Ce n'est pas soutenir un homme qui est essentiel, mais atteindre un objectif. C'est ce que nous cherchons à faire, que nous avons cherché à faire. Aujourd'hui, l'axe principal, c'est quoi? Nous, on a fait campagne sur le thème de éradiquer l'insécurité. Ensuite, créer un nouvel ordre social, c'est-à-dire faire en sorte que vaincre la pauvreté en utilisant toutes les richesses du pays. Et puis engager le pays sur la voie de la modernisation, créer les services sociaux essentiels, l'éducation, la santé, les services publics, et faire que les gens se sentent un peu dans leur peau et non plus abandonnés, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Je pense que si on règle ce problème d'arrivée de salaire, si on règle le problème de l'insécurité en l'arrière-pays, si on donne maintenant le temps au temps pour mettre en place
les connaissances pour que les richesses nationales soient exploitées, qu'il y ait des investissements extérieurs, qu'il y ait l'intégration sous-régionale nous permet d'avoir plus de poumons d'oxygène. C'est un pays quasiment à refaire. Le pays est à refaire, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que nous avons perdu près de 30 ans à faire des coups d'État, à nous renverser mutuellement, à créer l'anarchie en quelque sorte. Mais j'ose espérer, et c'est le grand espoir, c'est le sens de l'engagement qui nous a amené à signer l'accord du 20 avril 2005, que tout cela va être du passé. Et en tout cas, le FODEM s'engage personnellement à tout mettre en œuvre pour qu'on atteigne l'objectif de développement du pays en rapport avec nos richesses nationales. Tout en vous remerciant, M. Charles Massy, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci aux téléspectateurs et notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.